Nous allons rentrer dans un autre temps de cette journée, puisque nous allons réaliser un débat dynamique. Je vous dirai en quoi il est dynamique. Le président Ollier voudrait prendre la parole. Non, je veux saluer la présence de Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, qui nous a rejoints, parce que c'est important qu'il soit là, je voulais simplement le dire. Merci. Je profite de cette intervention pour rappeler qui finalement est dans la salle. On est un peu plus de 200, 250, mais avec des représentations très diverses. Donc effectivement, il y a des élus, il y a des agents des collectivités, communes, EPT, les agents de la métropole, bien évidemment, et puis les acteurs de l'écosystème innovation et numérique, notamment issus de l'initiative Grand Paris Métropole Tech qui a été lancée par la métropole il y a près d'un an. Donc vous retrouverez également des startups, des PME et puis des grands groupes dans cette salle. Et justement, c'est tout cet écosystème que l'on souhaite fédérer. Et cette journée aujourd'hui est un coup d'envoi d'une collaboration qu'on espère la plus fructueuse possible. Je suis Maxime Barbier de Blue Neuve et mon rôle à partir de maintenant va être d'animer un débat dynamique autour des enjeux de la data. Je vais inviter les 4 intervenants à me rejoindre. Comme c'est dynamique, ça ne va pas être assis, pas comme d'habitude. Ça ne va pas être une table ronde où finalement chaque intervenant prend la parole. On veut que ce soit participatif. Je vous expliquerai quelques règles dans la façon dont l'heure va se passer. Donc j'invite chacun des quatre intervenants à venir ici et puis voilà, vous mettrez comme ça, vous asserrez. Et l'objectif, c'est que chacun de vous puisse participer. Donc vous le savez, la question de la data, de sa collecte, de sa structuration, de son ouverture et puis évidemment de sa valorisation va être un axe clé de l'élaboration du schéma métropolitain d'aménagement numérique dont Daniel Georges Courtois a rapidement esquissé les contours. Donc c'est un élément clé à la fois pour la métropole et pour les communes, puisque c'est à la fois un enjeu pour garantir une meilleure qualité de service aux usagers, mais aussi de mettre en capacité les acteurs publics et les responsables politiques de piloter autrement, de planifier autrement, d'évaluer autrement les politiques publiques et l'action publique. Et c'est finalement ça dont on va parler pendant 1 heure. Donc je vous disais, c'est un débat dynamique. Il va reposer sur les principes suivants, si on peut mettre la slide suivante. Donc tous participants, ça veut dire que nos 4 intervenants sont là pour lancer le sujet et donc que vous soyez représentant politique d'une collectivité ou d'une start-up, vous pourrez prendre la parole. Le temps va être structuré autour de 4 grandes séquences de 15 minutes. À chaque fois, c'est le 3 x 5. 5 minutes d'un intervenant, 5 minutes de réaction des autres intervenants et puis 5 minutes d'intervention de quelqu'un dans la salle. Vous pourrez rester ici, vous pourrez venir au centre. Vous avez vu, on a essayé de créer un cercle. Donc, on veut vraiment que vous soyez contributeurs. Deuxième élément, c'est que l'on souhaite que vous partagiez un langage commun autour de la data. Certains sont très avancés, d'autres débutent sur ce sujet. Donc, on vous a remis un petit fascicule qui permet, un lexique qui permet de qualifier les notions clés autour de la data. Donc on vous invite à vous acculturer à ces sujets. Et puis nous produirons une synthèse qui vous sera distribuée. On n'attend plus que démarrer. Donc je vais vous remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui devant vous dans cette table ronde dynamique, ce débat dynamique. Donc on accueille donc Luc Belot, ancien député, rapporteur pour la loi sur la République numérique, ça a été rappelé, et puis surtout auteur d'un rapport que je vous incite tous à lire, un rapport parlementaire en 2017 sur le sujet de la Smart City au territoire d'intelligence. Éric Le Gall, vous serez le représentant des collectivités. Vous êtes directeur d'ICI Média, société d'économie mixte chargée de la communication et des technologies et de l'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. On a également une autre représentante des collectivités, qui est présente en la qualité de Céline Fèvre, qui a un nouveau rôle, une nouvelle fonction dans l'administration. Je lui ai demandé, elle m'a dit, je suis la première, elle est CDO,
Chief Digital Officer de la région Bretagne. Elle nous expliquera en quoi ça consiste et quels sont les enjeux de transformation numérique des territoires. Et puis, nous aurons un pionnier des sujets numériques et d'open data et de data avec Jean-Marie Bourgogne. Vous êtes délégué général d'Open Data France, qui est une association qui a pour objectif de regrouper et de soutenir les collectivités territoriales françaises dans leur démarche d'ouverture des données. Donc votre retour d'expérience sera précieux pour nous tous. Donc, comme je vous le disais, nous allons enchaîner quatre séquences. La première est intitulée « De l'open data à la data ». La deuxième, de l'enjeu de transformation numérique des territoires. La troisième séquence, de l'enjeu d'expérimentation, de concrétisation et également de passage à l'échelle. Et puis, sujet important pour ouvrir finalement les perspectives, des enjeux de souveraineté et de gouvernance à l'échelle métropolitaine et puis plus globalement pour les collectivités. On va commencer par la première séquence et c'est avec vous, Jean-Marie Bourgogne. Vous avez un micro qui est juste à côté. Jean-Marie, avec le positionnement que vous avez chez Open Data France, finalement d'animateurs de réseau, on peut dire aussi d'observatoire des questions de l'open data et de la data depuis près d'une dizaine d'années. Ma question est la suivante. Quel retour d'expérience tirez-vous aujourd'hui, en 2018, des initiatives menées par les collectivités territoriales et puis finalement, quels sont les principaux facteurs clés de succès dans la mise en place d'une politique en faveur de la data à l'échelle des territoires? Oui, merci beaucoup. Alors cette question-là nous a été posée en juillet 2016 quand la loi République numérique était discutée à l'Assemblée au Sénat. Et Axel Lemaire nous avait dit, au fond, les acteurs des territoires, les députés, les sénateurs sont inquiets des obligations qui pourraient venir de l'open data. Est-ce qu'on pourrait avoir l'état des lieux de ce qui se passe dans les collectivités et comment les accompagner à l'open data? Donc c'est ce qu'on a fait suite à la promulgation de la loi République numérique, qui a été votée d'ailleurs à l'unanimité, moins une voix dans les deux chambres. Donc c'était quand même, il y avait un grand compromis autour de ça, parce qu'il y avait une longue discussion qui avait été engagée sur le sujet de la data, bien avant que la loi soit promulguée. Et donc, on a fait cette analyse de où est-ce qu'en est l'open data, on va dire à la fin de l'année 2016. Et les deux grands constats étaient les suivants. Le premier constat, c'était que toutes les grandes collectivités territoriales faisaient de l'open data. Les régions, les métropoles, les grandes agglomérations. Mais que les petites et moyennes communes étaient très, très éloignées de ces sujets-là. Ce n'était pas du tout leur priorité. Ils n'avaient pas les moyens financiers, humains, techniques pour le faire. Et que donc il y avait un très gros travail à faire pour accompagner les petites et les moyennes communes à la compréhension des enjeux de l'open data et à la mise en œuvre. Peut-on juste rappeler pour tout le monde ce qu'est l'open data? Bien entendu. Alors l'open data, je le rappelle, on pourrait d'ailleurs dire qu'on va de la data à l'open data sur ce coup-là. L'open data, c'était au départ une volonté de l'État qui date il y a quand même très longtemps. Ça date déjà de la Révolution française, ce n'est pas un sujet américain. C'est pas parce que c'est anglais que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est quand même une culture française très importante de transparence portée par l'acteur public. Et l'open data, c'est ni plus ni moins que faire suite aux différentes lois, et notamment à la loi CADA, qui dit au fond, l'acteur public doit fournir aux citoyens, aux acteurs privés, entreprises aussi, les données dans un état le plus libre, le plus ouvert, le plus facilement utilisable en numérique. Donc l'open data, c'est la production et la publication par défaut des données produites par les acteurs publics et privés dans le cadre d'une mission de service public sur Internet dans un format lisible. C'est ça l'open data. Alors les missions, les objectifs de l'open data, c'est d'une part un grand volet de transparence, on le comprend bien, mais c'est aussi un volet d'amélioration des services publics, d'amélioration des services. Et cette amélioration, elle peut venir des acteurs publics eux-mêmes qui, grâce à une façon de moderniser leur façon de produire et de publier de l'information, modifient leur process, mais c'est aussi parce que ces données étant publiées, des acteurs privés peuvent s'en emparer et créer des services nouveaux. Ces acteurs privés sont des entreprises, des startups, des associations, des militants. Ce sont beaucoup d'acteurs de niveaux différents. Alors, si on regarde cette loi République numérique qui rend obligatoire l'open data à partir de 3500 habitants et 50 agents, ça fait quand même une obligation qui touche près de 4500 collectivités en France.
Et sur ces 4500 collectivités, à l'époque, à peine 200 en faisaient. C'est-à-dire qu'on avait quand même un rapport de 1 à 30. C'était quand même pas terrible. Et une des missions qui nous a été confiée en 2017, c'est de justement mettre en place des outils d'accompagnement des petites et moyennes collectivités à l'open data. Un projet qu'on avait appelé Open Data Local aujourd'hui, qui s'est traduit par des kits pédagogiques, par des supports méthodologiques, et qui a permis d'ailleurs en 2017 de passer de 200 collectivités à 300 collectivités en Open Data. Donc à 1 an, on a vraiment fait un changement important de nombre d'acteurs. Mais 300 acteurs Open Data sur les 4500, c'est pas beaucoup. Donc on voit qu'il y a encore un très gros travail à faire pour accompagner les collectivités. Et donc, je vais vous demander juste un peu de silence pour écouter nos intervenants. Donc, l'open data repose principalement sur le principe de transparence, finalement, auprès des citoyens. Mais ce n'est pas que ça. La data, c'est aussi un enjeu d'innovation. C'est cela ? C'est effectivement un enjeu d'innovation interne et externe, de création de nouveaux services. Et de ce point de vue-là, le second constat qu'on a fait, puisque vous demandez le constat, c'est que les collectivités qui faisaient de l'open data, au fond, on n'avait pas travaillé la qualité, l'interopérabilité, la normalisation des données, et que ça posait vraiment un problème pour créer des nouveaux services. Et donc l'enjeu en 2018, c'est non seulement de continuer ce mouvement d'amplification de publication, mais c'est de travailler vraiment aujourd'hui sur l'interopérabilité des données, de façon à ce que les données puissent être réutilisées pour créer des services. Alors pour mener cette affaire-là, on a plusieurs dispositifs. On a des financements de la Caisse des dépôts, on a des financements du PIA qui permet d'améliorer l'analyse qualitative des données. Et on a aussi un outil qui s'appelle l'Observatoire de l'Open Data des territoires qui permettra aussi de mesurer qui publie et quoi, sur quel thème. Bon. Mais quand on est sur ce point de vue-là d'amélioration qualitative de l'Open Data, on fait le constat suivant, c'est que les acteurs qui font de l'open data depuis 10 ans, Rennes pour commencer, puis après Paris, etc., aujourd'hui, les projets open data ont tous concouru à un projet plus large que l'open data stricto sensus, qui est au fond produire de la donnée pour arriver à créer des services dans un territoire. Et de ce point de vue, on s'intéresse beaucoup aux données venant des acteurs privés. Et on se dit, bon, on peut travailler la transparence, mais il faut beaucoup travailler le gisement de données territoriales qui peuvent venir d'acteurs très différents. Et on peut même dire d'ailleurs que quand ça vient d'acteurs publics différents, parce qu'on a les strates, régions, départements, métropoles, collectivités, on a quand même des données difficiles à agréger. Donc il y a un vrai enjeu d'agrégation de massification des données. Leur donner une visibilité, une cohérence, et ça c'est un enjeu très important dans les territoires, et je pense que notamment Céline nous en parlera, il y a plusieurs territoires aujourd'hui qui essaient de construire des référentiels et de donner des bonnes méthodes, des bonnes pratiques. Alors sur le comment, merci Jean-Marie Bourgogne d'avoir dressé ces éléments d'état des lieux. J'ai envie de rester un peu dans l'état des lieux, le constat sur finalement où en est la France, où est les collectivités, finalement à chaque échelle. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur son analyse de la situation ? Céline Fèvre de la CDO de la région Bretagne. Oui, je pense qu'il y a un virage à prendre que les collectivités sont en train de prendre, c'est-à-dire qu'elles prennent conscience en fait qu'elles produisent énormément de données et que ces données en fait vont leur être utiles pour piloter leur politique publique. Et c'est vrai que la transparence c'est important, mais il faut absolument qu'elles puissent comprendre que les données c'est un actif valorisable qui est vraiment très important pour l'évolution et la modernisation des services publics. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on travaille sur la création de référentiels de données, qu'on travaille à la standardisation, à la normalisation, parce que ça va nous permettre de les comparer les unes aux autres et du coup de s'améliorer et d'améliorer les services qu'on va fournir à nos citoyens. Les entreprises privées, en particulier les grandes entreprises du numérique de type GAFAM, l'ont parfaitement compris et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils proposent des services à haute valeur ajoutée aux citoyens, aux usagers. Et il faut absolument qu'on comprenne ça. Et donc c'est pour ça que l'enjeu, il me semble, c'est la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire la capacité qu'on a à produire des données, à les collecter, à les valoriser, à permettre leur réutilisation et puis également à les analyser. Pourquoi pas faire de l'analyse prédictive qui sera bénéfique au service public. On reviendra sur les sujets de gouvernance après. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Luc Bello, vous me disiez en préparant cet entretien qu'il y a une sorte de
excusez-moi de l'anglicisme, un shift, une bascule que les collectivités doivent opérer, passer de maîtrise d'ouvrage à maîtrise d'usage. Vous pouvez un peu nous expliquer le concept ? Ouais, très clairement, on a toujours été habitué à ce que les collectivités gèrent plutôt des infrastructures, soient plutôt à créer du service et être vraiment dans une logique de maîtrise d'ouvrage. C'est la culture de nos territoires depuis des décennies. On est dans une logique de maîtrise d'ouvrage. Là, l'enjeu, c'est qu'on n'est plus dans de la maîtrise d'ouvrage, on est dans la maîtrise d'usage. L'enjeu est de comprendre comment les citoyens interagissent, par le biais notamment des outils numériques, interagissent avec le reste de leur vie. C'est vrai des enjeux de mobilité, on l'a vu avec tous ces anglicismes de car sharing, de bike sharing, les vélos partagés, les véhicules partagés. On est en train de complètement changer le rapport à la propriété, le rapport aux usages, avec une promesse autour de la data qui est extrêmement importante, c'est qu'on sort des silos. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait adresser nos territoires qu'en silos. On gère les politiques de mobilité, et même dans la mobilité, on gère les transports en commun, on gère les personnes à mobilité réduite, on gère les vélos libre-service, les voitures libre-service, on gère le stationnement, et tout ça, ce sont des politiques en silos. Et aujourd'hui, si on veut opérer un territoire, il faut réussir à poser une couche de transversalité. Et c'est ce que promet le numérique, c'est cette capacité aujourd'hui de la data à poser de la transversalité. Ce n'est pas dans nos cultures de collectivité, ce n'est pas dans nos habitudes de travail, ni élus, ni agents, et c'est un vrai enjeu aujourd'hui de poser cette transversalité. C'est une petite révolution, à la fois dans le pilotage des territoires, à la fois dans le pilotage des politiques publiques, et même dans le management interne vis-à-vis des agents. Et cette petite révolution, il ne faut pas qu'on perde trop de temps à la mener. Donc, on a bien vu, c'est un sujet d'infrastructure, un sujet de service et d'usage, un service aussi un enjeu de transformation des administrations et de montée en compétences. Ce sera finalement le sujet de la séquence d'après. Avant cela, est-ce que quelqu'un du public souhaite témoigner sur une initiative en faveur de l'open data ou de la data dans sa collectivité, ou même un acteur start-up qui est confronté aux collectivités aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut apporter un témoignage, une réaction, ou même une polémique, je crois qu'il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Pas de regret sur cette séquence de constats? Peut-être sur les solutions tout à l'heure, il y aura un petit peu plus. Je vous préviens du coup qu'on va enchaîner avec la deuxième séquence. À la fin de la deuxième séquence, je ferai la même chose. Je reviendrai vers vous en disant, voilà, est-ce que vous avez une petite question? Et si quelqu'un veut bien m'aider, ce serait sympathique. Voilà, vous avez 10 minutes pour vous préparer. On a un peu défloré le sujet, Céline. Donc vous avez l'expérience de l'État, de l'intercommunalité. Aujourd'hui, vous êtes au sein de la région Bretagne. Et finalement, moi, j'ai envie de savoir quel est le rôle d'un CDO à l'échelle d'une grande collectivité et puis d'un grand territoire. Vous m'avez dit, voilà, moi je crois que il faut passer à un service public as a platform, en anglais, service public as a platform. Qu'est-ce que c'est que ce concept et finalement, au-delà du concept, comment ça se concrétise concrètement dans les collectivités et comment ça met en perspective un enjeu de transformation, de transition numérique? Alors, s'agissant de ma mission, elle est toute nouvelle et en fait, cette mission, je la mets en œuvre en sus d'autres fonctions de directrice des affaires juridiques et de la commande publique. Donc, c'est quand même pas commun. Mais c'est plutôt intéressant parce que le droit est également percuté par l'évolution de la société et par le numérique. Et donc ça me permet en fait d'activer un certain nombre de leviers que je ne pourrais pas activer autrement. En fait, je crois qu'au-delà de la question de l'ouverture des données, de la gouvernance de la donnée, le sujet en fait c'est de savoir la manière dont le numérique les technologies doivent nous permettre d'appréhender nos compétences et les missions de service public de manière différente. Je ne sais pas si vous avez lu le récent rapport ou la récente étude du Conseil d'État sur ubérisation et puissance publique. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que clairement, ils expliquent que les services publics sont de plus en plus concurrencés par les géants du numérique, les GAFAM. On le voit tous les jours. Google commence à s'intéresser à l'inclusion numérique, Facebook intervient dans nos universités, Le Bon Coin publie des offres d'emploi
et ils viennent également investir nos territoires. Donc je crois que l'enjeu, c'est vraiment l'évolution du service public. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on adopte une démarche qui soit systémique, c'est-à-dire qu'on prenne conscience de l'écosystème dans lequel on évolue. La puissance publique n'est plus aussi puissante qu'elle l'était auparavant, et finalement, elle peut être remise en cause et percutée par des acteurs privés qui fourniraient le service public peut-être aussi bien que nous. Donc il faut absolument qu'on appréhende cet écosystème, qu'on apprenne aussi à comprendre comment il fonctionne, quelle est la chaîne de valeur des géants du numérique. Et puis il faut également qu'on apprenne à avoir peut-être des approches plus différenciées. Le citoyen attend de bénéficier de services plus personnalisés. Alors évidemment, pour faire ça, ça nécessite d'avoir une capacité d'adaptation importante et de faire preuve d'agilité et du coup d'avoir des organisations qui soient différentes. L'organisation en silo, hiérarchisée, est très compliquée. Nos systèmes d'information sont peu urbanisés et du coup, on a beaucoup de mal à manipuler les données et pouvoir justement organiser nos services publics pour répondre aux attentes des usagers. Donc finalement, le service public as a platform, c'est la capacité qu'on va avoir à faire la même chose que font Google, Facebook, Uber, etc., mais au bénéfice du service public, en veillant naturellement aux libertés, à la protection des libertés publiques, à l'intérêt général, aux principes de service public. Et pour ça, probablement, il faut revoir la manière dont on s'organise. Il faut qu'on puisse valoriser nos actifs, nos données, nos compétences. En tant que CDO, en fait, j'anime évidemment un certain nombre de personnes dans la collectivité pour transformer notre administration. Et je rencontre plein de gens super, des talents qui sont totalement invisibles dans l'organigramme, qui décident de rien, qui n'ont aucune responsabilité, mais qui sont juste hyper talentueux. Et en fait, peut-être ils ont des choses à dire, peut-être même des choses à nous apprendre. Et puis, au-delà de nos actifs, il faut aussi qu'on valorise notre patrimoine, nos infrastructures publiques qu'on a financées, nos copains au sens de biens numériques, pour créer de la valeur et générer des bénéfices redistribuables sur nos territoires. Et pour finir, peut-être dire qu'à la différence des GAFAM, nous, on a la confiance des usagers. Ils ont confiance dans leurs élus, en particulier leurs maires, et on a les territoires. Et je pense qu'il faut regarder quand même assez sérieusement l'arrivée de ces acteurs-là dans les territoires, parce que demain, grâce aux données qu'on publie, pour des raisons de transparence, et c'est très bien, ils pourront offrir des services publics de même qualité que ceux qu'on offre. Donc voilà l'idée du service public as a platform. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer techniquement. Mais, j'ai quand même une question, parce qu'il y a un enjeu d'évolution culturelle, il y a un sujet d'organisation pour créer plus de transversalité, de mise en réseau des acteurs du territoire. Mais c'est aussi quand même, il y a aussi un enjeu technique à un moment. Céline, en règle générale, est très pédagogue pour nous l'expliquer, mais cette composante technique de créer des couches partagées, des socles de données partagés, des couches de services partagés, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça et concrètement, c'est quoi la feuille de route d'un Chief Digital Officer si demain, par exemple, la métropole se dotait d'un Chief Digital Officer, quel serait le conseil que vous lui donneriez ? Déjà, ce n'est pas un Chief Digital Officer qui fait tout seul. C'est tous ensemble, collectivement, qu'on va faire les choses. Il faut absolument avoir un sponsor de haut niveau, politique, qui va pouvoir prendre les décisions, investir au bon moment, faire pivoter la collectivité. Il faut urbaniser le système d'information et finalement le service public as a platform. Alors je suis très à l'aise avec ça parce que c'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Henri Verdier, qui dirige la direction interministérielle du numérique au sein de laquelle on a évolué tous les deux, porte l'idée de la stratégie de l'État plateforme. Donc c'est exactement ça. En fait, moi j'essaie seulement de le décliner dans les territoires. On pourrait parler de région plateforme, de métropole plateforme, de territoire plateforme. En fait, c'est la mise à disposition d'une infrastructure, un système d'information urbanisé, ouvert, sécurisé, interopérable. C'est des services communs, des briques de services communs, d'identité numérique, d'interface d'application, des API, de la data qu'on met à disposition et qui vont nous permettre justement de construire une plateforme numérique avec une interface unique qui va rendre simple l'accès aux services publics pour l'usager. C'est un vrai intérêt en termes d'innovation parce qu'on peut imaginer qu'au-dessus de la couche de services publics
que vont offrir les collectivités territoriales, eh bien, nos startups, nos entreprises numériques territoriales viennent rajouter une couche de services au-dessus et créer encore plus de valeur ajoutée grâce à la transparence et à l'ouverture qu'on rendra possible. En fait, techniquement, c'est relativement simple. C'est plutôt, en fait, de manière organisationnelle que c'est compliqué. Et ça veut dire qu'il faut transiger avec un certain nombre de choses et avec un ordre établi. Il faut transiger avec les frontières territoriales, avec l'organisation administrative, avec notre organisation en silo. Et ça, c'est pas simple, parce qu'on le voit bien, il y a des initiatives des départements, des régions, des métropoles, et tout ça complexifie aussi les choses, contrairement à un Google qui, à un moment donné, propose une plateforme et est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc c'est ça la plus grande difficulté, et je crois que pour le coup, le politique et les élus ont un rôle à jouer important. Merci beaucoup Céline, c'était très clair. De cet enjeu de transformation numérique, évidemment des acteurs publics mais des territoires, est-ce que quelqu'un veut, parmi les intervenants souhaite partager un témoignage, renforcer le sujet de il n'y a pas de transversalité, pas suffisamment de transversalité? Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Céline, à propos de la concurrence entre les acteurs publics et privés. Pendant longtemps, un acteur public ne pouvait pas aller très vite. Au fond, il était responsable, il est le seul légitime, c'est lui qui offrait les services. Aujourd'hui, il est vraiment concurrencé. Et s'il ne s'adapte pas aux technologies, aux méthodes de collaboration, il va être dépassé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les collectivités mettent en place des schémas de déplacement. Mais qui est-ce qui règle les déplacements aujourd'hui? C'est Waze, c'est une filiale de Google. Parce que c'est lui qui décide, qui dit à chacun comment aller plus vite. Donc on a affaire à un vrai challenge. Si on ne réagit pas à ça, demain, l'ensemble pas l'ensemble, mais beaucoup d'actions publiques seront en fait portées par des acteurs privés et on aura un problème de souveraineté. Et on ne pourra plus revenir en arrière parce qu'on aura perdu la compétence. Parce qu'il faut de vraies compétences pour faire des calculs d'itinéraire. Si on dit c'est facile, c'est gratuit, c'est Google qui s'en occupe, ce sont des gens qui sont brillants, j'ai aucun problème là-dessus, mais on perdra la compétence. Donc il faut faire attention à ne pas baisser les bras par rapport à cette facilité. En fait. Sur les compétences, quelqu'un veut rajouter quelque chose dans la salle ou monsieur? Un organisme aujourd'hui qui est la DISIT, qui est transversal, qui est sponsorisé par interministériel, qui pourrait être votre bras armé. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? La DINSIC, justement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, donc, qui est en charge au niveau de l'État d'établir un peu les règles, notamment d'ouverture des données publiques, qui a été théorisé les sujets autour de l'État plateforme. Quelles sont les relations entre, j'imagine que dans le rapport que vous avez fait, Luc Belot, c'est un sujet qui était abordé, relations État-collectivité? C'est pas ça votre question. Le SIL, socle interlogiciel, mais les logiciels libres aussi. C'est lié ça. À l'évidence, il manque certainement une impulsion au niveau national. On a des pays comme l'Espagne, on a l'Écosse qui s'est dotée d'une stratégie autour de l'intelligence des territoires, et on n'a pas encore ça au niveau français. Ça veut dire qu'on n'a pas à pousser. Alors, les collectivités sont très attachées à leur autonomie, à leur indépendance, à leur capacité à agir, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, si on n'a pas à un moment une capacité à pousser, notamment quand on parle de données, à un moment, on doit parler des licences. Et tant que sur les données de transport, sur les données d'énergie, on n'a pas de standard, c'est extrêmement difficile d'opérer son territoire. Alors il y a le travail qui est fait par Open Data France, il y a un travail de conviction qui est mené, mais aujourd'hui on manque de cette stratégie un peu globale de pouvoir vraiment pousser ces logiques, et alors que la réalité, c'est ce que tu évoquais, c'est vraiment déjà ça, c'est aujourd'hui on a une concurrence qui est posée entre ce que proposent les plateformes et ce qu'on peut opérer en termes de politique publique. Quand on est ici dans le 15e arrondissement et qu'à l'angle de la rue de Lourmel et de Convention, il y a une crèche, une école, un collège et un lycée, les élus peuvent décider qu'à un moment, la rue doit être pacifiée et qu'on doit rouler à une vitesse modérée, qu'il doit y avoir peu de véhicules parce que juste derrière, il y a un hôpital, puis une clinique, une résidence personnes âgées, et qu'à un moment, les élus décident d'avoir une rue qui est plutôt faite pour qu'elle soit calme pour l'usage de proximité. Mais si cette rue, il n'y a pas beaucoup de voitures, Waze va faire passer toutes les voitures aux heures de pointe à cet endroit-là. Et donc déjà aujourd'hui, on vient impacter les politiques publiques. Et si on ne s'en saisit pas, si les élus ne participent pas de la décision et de la discussion autour de ces usages numériques,
eh bien, la politique publique n'a plus de sens parce que d'autres viennent décider à notre place. C'est un vrai enjeu, il faut pouvoir en tenir compte maintenant. Et la data, c'est vraiment l'outil pour travailler ces questions-là. Le partage de la data étant une question essentielle aussi. Non, pour répondre quand même à l'État, c'est pas tout à fait exact, Luc, parce que au fond, Etalab, qui est la mission interministérielle chargée de l'open data, on travaille étroitement avec eux, nous en collectivité, sur l'open data, parce que c'est notre pendant au niveau des ministères, et c'est eux qui ont financé Open Data Local à hauteur de 200 000 € l'année dernière, c'est eux qui financent la suite en 2018, c'est eux qui financent une grosse partie de l'outil de qualification Calidata, c'est eux qui financent une grosse partie de l'observatoire. Au fond, ils se substituent à un problème des collectivités locales qui ont du mal à se fédérer autour de ce sujet-là. Chacun le fait dans son coin et les collectivités ont un peu de mal à s'organiser au niveau national. Donc l'État y contribue un peu, mais dans la limite, effectivement, c'est pas leur mission et les collectivités sont jalouses de leurs prérogatives, ce qui est normal. Alors, Luc Bello disait justement, c'est une question de politique globale. Mais justement, est-ce que c'est pas l'échelle métropolitaine ou intercommunale qui peut justement apporter ce dénominateur commun ? C'est là que ça prend tout son sens. Mais je crois qu'on a un vrai problème de compréhension, d'acculturation. Dans le milieu numérique, on parle souvent d'évangélisation, de compréhension de ce monde numérique-là. Et aujourd'hui, objectivement, les élus n'ont jamais été accompagnés à comprendre la révolution des usages numériques et de ce que ça va impacter demain, notamment le partage de voitures. La PricewaterhouseCoopers vient de sortir une étude. Le nombre de véhicules qui roulent aujourd'hui en Europe va passer de 280 millions à 200 millions dans 12 ans. Demain, en 2030, on va avoir 25% de véhicules en moins dans le parc. Par contre, ils rouleront beaucoup plus. Comment est-ce qu'on gère ça ? Ça veut dire moins de stationnement, moins besoin de stationnement en surface, moins besoin de parking. Comment est-ce qu'on gère ça ? Comment on pilote ça sur un territoire ? Et ça, il y a de vrais enjeux en termes de compréhension et de culture. Et objectivement, aujourd'hui, les collectivités sont parfois un peu démunies, notamment parce que les cadres, les agents territoriaux, ne sont pas toujours accompagnés, formés sur ces questions-là. Parce qu'on forme les CDO, les directeurs des usages numériques, les directeurs des services informatiques, les chargés de mission numérique ou Smart City, eux sont formés. Mais globalement, ce changement n'est pas intégré dans les formations initiales, CNFPT, INET, il n'y a pas. Dans les formations continues des agents, il n'y a pas. Il n'y a que les spécialistes qui continuent de se spécialiser. Donc il y a un vrai enjeu de compréhension, d'appropriation et de faire monter tout le monde en compétences. Avant de prendre une question, je vous remercie madame, je vais vous passer rapidement la parole. Céline, une réaction rapide ? Non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'en effet, il y a un vrai enjeu de passage à l'échelle et d'industrialisation. Tout à l'heure, je ne sais plus exactement qui intervenait à la tribune, disait qu'il fallait en fait prendre des idées, les copier et les mettre en œuvre. Et en fait, je crois beaucoup à ça. On a tendance à faire beaucoup tous la même chose et à ne pas aller jusqu'au bout des expérimentations. Et je crois qu'en effet, on pourrait, les uns et les autres, en fonction de nos compétences, en fonction de notre appétence, de notre expertise, travailler sur des projets, expérimenter, prototyper, tester, se tromper, recommencer. Et à un moment donné, se dire que ces développements open source, par exemple, soient mis à disposition sur la plateforme et puissent être repris par d'autres collectivités territoriales. Et ainsi, en fait, on pourrait aller au bout des choses et proposer des services de grande qualité à moindre coût, parce que c'est quand même pas négligeable, aux citoyens. Et ça, en fait, on a beaucoup de mal, on expérimente beaucoup. Et sinon, je voudrais parler d'un programme qui s'appelle le programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale. Il se trouve que je l'ai porté il y a deux ans à la DINSIC, qui essaye de faire le lien, la passerelle entre l'État et les collectivités territoriales sur tous ces enjeux de transformation numérique. Et donc, voilà, il existe quand même beaucoup d'initiatives. Merci beaucoup Céline. Madame, puis madame. Oui, bonjour, je m'appelle Marie Cohen-Scali, je travaille pour Emmaüs Connect en tant que responsable des opérations de l'Île-de-France. Et en fait, vous avez un peu devancé ma question en parlant des usages, des compétences, de la formation des professionnels de l'action sociale et également du coup de la formation des usagers qui vont bénéficier de ces nouveaux services. Donc ma question est, qu'est-ce qui est prévu dans le programme Grand Métropole Paris sur ces sujets ? Alors là autour de la table, à la tribune, enfin cette tribune dynamique, il n'y a pas de représentant de la métropole. Alors soit quelqu'un de la métropole souhaite intervenir, soit dans la phase ultérieure, en fait, juste la séquence d'après, il y aura un espace qui sera dédié à ça. Mais je vois que Marine
Choquin arrive. Marine, un petit mot. Oui, bonjour, Marine Choquin de la Métropole du Grand Paris. Sur ce sujet d'inclusion numérique, on a cet après-midi un atelier pour permettre justement de mieux connecter nos réflexions, nos actions à toutes les solutions que vous êtes en train de développer, du côté autant des associations que des entreprises. Mais c'est vrai que le schéma sera le cadre de l'élaboration de notre réflexion en la matière. On en est vraiment au tout début de notre plan d'action. Voilà, donc pour continuer la discussion, ce sera à côté du bar, là-bas. Madame. Oui, la métropole a pris la meilleure place. Hein. Merci. Florence Bonjour. Presson, adjointe au maire sur la ville de Sceaux. Je me posais la question s'il y avait une démarche de prospective sur tout ce qui est lié à la blockchain, avec les changements très importants qui vont en découler, le cadastre, la notion de propriété, pourquoi pas la notion de naissance, décès, compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se dire « Ok, c'est en 2040, c'est dans très loin ». Moi, je pense que c'est plutôt cet après-midi ou ce soir. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Qui est acteur? Est-ce qu'il y a urgence sur la blockchain? Qui souhaite intervenir? Céline, Luc Belot? Céline? Moi, en fait, je rêve d'expérimenter la blockchain. Alors, juste, tu peux expliquer ce que c'est que la blockchain? Sur la commande publique. En fait, c'est un espèce de registre décentralisé qui permet de sécuriser les échanges, les transactions entre des parties et de probablement gérer le consentement et la preuve électronique de manière différente. Alors en fait, aujourd'hui, c'est la technologie qui supporte une monnaie virtuelle, le Bitcoin. C'est très très compliqué à expliquer. Hein. Moi, je ne peux pas l'expliquer comme ceux qui le connaissent parfaitement. Mais en tout cas, on perçoit quelques possibilités qui nécessiterait des évolutions forcément d'ordre législatif ou réglementaire, mais c'est très intéressant d'envisager ces potentialités. Et s'agissant de la commande publique, en fait, il y a des possibilités qui s'offrent, qui peut-être nous permettraient de ne plus avoir à gérer des certificats électroniques et la signature électronique telle que ça se fait, et telle que c'est aussi, avec la complexité que cela induit dans nos organisations. Donc la blockchain, c'est aujourd'hui, c'était même avant-hier, non? C'est ça? Oui, la blockchain, c'est très compliqué. Vous avez vu qu'il y a encore 3 semaines, il y a une banque de crypto-monnaie qui s'est fait voler 500 millions, l'équivalent de 500 millions de dollars. Donc même quand ils gèrent de la monnaie et que c'est très sécurisé, il y a encore des difficultés. Donc avant qu'on en soit à sécuriser des parcours liés à nos collectivités, certainement, il va falloir passer un peu de temps. Mais c'est un vrai enjeu. Opérer demain l'énergie dans nos territoires, notamment avec les logiques de smart grid où chacun sera et producteur et consommateur, partagera son électricité, son énergie. Ça pourra se faire que quand on aura des solutions extrêmement simples de certification. Typiquement, nous sommes dans le même immeuble avec Éric Le Gall et moi je suis parti tout un week-end, mes panneaux de solaire continuent de fonctionner. Lui ce week-end-là il a des amis, il consomme un peu plus que d'habitude, et bien il prend une partie de l'électricité que j'ai produite directement dans mon bâtiment. Et tout ça doit être certifié. Et la semaine d'après c'est l'inverse, et tout ça, ça s'équilibre. Il faut des parcours simples, ça ne peut pas être un système de facturation, de compteur, de relevé. Et le Bitcoin, aujourd'hui, la blockchain permet ces solutions-là de certification. Il y a plein d'enjeux, plein d'applications. Si on veut relever le défi du changement climatique, ça passe aussi par ce type d'outils, mais il faut les sécuriser et il faut aussi créer un climat de confiance, parce qu'aujourd'hui, le climat de confiance de nos concitoyens sur ces enjeux-là n'est pas si évident. Merci. Oui, Daniel Georges Courtois. Peut-être juste une précision là-dessus. Donc effectivement, juste pour bien comprendre que la blockchain, elle ne se réduit pas évidemment à la notion du Bitcoin. Et elle peut être très utile dans le fonctionnement et de l'État et des collectivités locales. Si j'ai bien compris le concept de la blockchain, c'est en gros, il n'y a plus de tiers de confiance unifiés, mais des tiers de confiance décentralisés. Bon, ça, je crois que ça ouvre des opportunités extrêmement fortes, non seulement dans les relations de l'État avec les citoyens, mais également dans les relations entre l'État et les collectivités, et entre les collectivités et leurs citoyens. Et il faut vraiment qu'on s'en empare. Et nous, en tout cas, à la métropole du Grand Paris, la problématique blockchain, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. En tout cas, rendez-vous au printemps puis en octobre avec l'élaboration de la copie du schéma métropolitain d'aménagement numérique qui porte, et ça c'est une vraie nouveauté, je pense, et une vraie volonté politique au niveau de la métropole, que ça porte à la fois sur les sujets d'infrastructure, de court, moyen, long terme, mais aussi sur les sujets usages et services dès aujourd'hui avec des technos comme la blockchain qui sur certains aspects, est mature et peut déjà permettre un certain nombre de services aux usagers ou même de prise de décision simplifiée pour les acteurs publics.
Merci pour ces interventions. On a d'abord dressé le constat, on a ensuite